sentiment, aucun intérêt à l'égard des produits. Je vous ai, si je me rappelle bien, parlé des voitures électriques. Donc, il y a certaines personnes maintenant qui n'ont aucun besoin d'une voiture électrique. Et pour plusieurs raisons. Vous avez la demande, si vous voulez, qu'on appelle une demande saisonnière, par exemple, ou une demande irrégulière. Et cette demande, c'est en fonction des saisons. Ce que nous consommons l'été, ce n'est pas la même chose que l'hiver. Réfléchissez par exemple à certains fruits, à certains légumes, et vous avez aussi certaines fêtes. La fête de fin d'année, maintenant, il y a énormément de consommation de produits, par exemple, l'achat de produits de jouets, etc. et tout ça. Les Européens achètent énormément de ce qu'on appelle le sapin de Noël. Donc, cette demande, si vous voulez, elle est saisonnière parce qu'en principe, elle répond à une certaine irrégularité. On peut même l'appeler aussi irrégulière. Vous avez des demandes déclinantes, par exemple, les clients s'intéressent de moins en moins aux produits et le marketing, il doit réfléchir et comprendre. C'est ce qu'on appelle la descente en bas. Ça veut dire, si vous voulez, le décès en quelque sorte de certains produits. Donc, le marketing, il a un rôle très important à jouer dans ce sens-là. Vous avez aussi, si vous voulez, les demandes, ce qu'on appelle indésirables. Quand les produits sont néfastes ou quand les produits, si vous voulez, chez nous, par exemple, tout ce qu'on appelle produit qui n'est pas halal, par exemple, ce sont des produits néfastes pour nous, soit du point de vue mental, soit du point de vue santé, médical, si vous voulez. Le marketing, dans ce cadre-là, il doit décourager leur consommation. Alors, imaginez que vous allez utiliser, si vous voulez, un marketing qui va, en quelque sorte, réduire l'achat. Je donne l'exemple aussi des alcooliques, des gens qui boivent énormément, les drogués. Il y a des associations, par exemple, comme association Sourire de Reda. C'est une association qui lutte contre le suicide des jeunes. Elle est chez nous à Casablanca. Il y a énormément, si vous voulez, d'associations qui travaillent pour lutter, si vous voulez, pour rendre une demande indésirable, tout simplement. Alors, ce qui est important, c'est que à chaque fois, quand vous avez une demande de ce genre-là, vous avez un rôle du marketing. Et vous avez un marketing complètement, si vous voulez, je dirais, dédié en quelque sorte pour remédier à cette demande. Et vous avez comme vous avez 8, je dirais, catégories de demandes. Donc, vous avez à peu près, donc une dizaine de stratégies marketing selon votre demande, tout d'abord. Donc, vous avez détecté un besoin. Ce besoin, si vous voulez, a créé une demande ou une idée ou un service, et ensuite une demande. Or, cette demande, elle n'est pas toujours identique. Alors, le rôle du marketing change. Alors, par exemple, quand vous avez une demande négative, donc, quels sont les facteurs de résistance? C'est à vous de les trouver. Donc, pensez tout le temps avec un état d'esprit positif et avec un nouvel état d'esprit, c'est-à-dire où vous avez de la rigueur et vous avez je dirais, de la synergie en tant que marketeur. Vous rassemblez les idées, vous rassemblez les données et vous réfléchissez. Quels sont les facteurs de résistance à une demande qui ne décolle pas? Là, on est dans un marketing qui s'appelle marketing de conversion.
c'est-à-dire un marketing qui va en sorte, si vous voulez, essayer de convertir une demande négative en une demande positive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui n'achètent pas la voiture électrique. Alors, comment allez-vous changer, en quelque sorte, si vous voulez, ces idées-là? Quand la demande est absente, ça veut dire qu'elle n'existe pas, ou bien qu'elle commence de démarrer, vous mettez en avant les avantages du produit. Là, c'est un marketing de stimulation. Vous poussez les gens à réfléchir. Là, vous faites peut-être des prix bas au début, vous donnez des avantages, vous mettez des tombolas, vous essayez d'organiser des événements pour attirer les gens. Vous avez aussi, si vous voulez, une explication, des vidéos, du tutoriel, etc. et tout ça. Ensuite, troisième cas, si vous voulez, la demande saisonnière, il faut stimuler la demande par la vente. Alors, par exemple, actuellement, donc moi je vois, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a du fraise, mais ce n'est pas la saison du fraise, enfin de la fraise, pas du fruit. Et pourtant, ça se vend. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes, pour stimuler en quelque sorte, si vous voulez, la vente de ces fraises, c'est pour les gâteaux, c'est pour les jus de fruits, etc. Mais tout en sachant que c'est du congelé ou du surgelé. Ça veut dire qu'à une certaine période où la demande, si vous voulez, était beaucoup plus basse que l'offre, il y avait beaucoup de fraises, on les a congelées et on attend, si vous voulez, une autre saison où on ne produit pas de fraises et puis on les vend. Et là, vous avez ce qu'on appelle un marketing de régulation. On régule. Donc, je vous donne un autre exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a chez lui un parapluie automatique qui peut le trouver à chaque fois quand il le souhaite? Non, parce que on est dans un pays où normalement il ne pleut pas beaucoup. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez, de. Maintenant, si je veux réguler ça, je peux vous produire un parapluie qui sert à se protéger de la chaleur, des rayons et en même temps de la pluie. Et qui est esthétique, et qui etc., qui n'est pas lourd, qui est très joli et qui ne coûte pas cher, etc. Eh bien, je régule la demande sur toute l'année. Voilà, c'est un marketing de régulation. Quand la demande existante ou déclinante, là, ça veut dire que on doit trouver, si vous voulez, d'autres arguments pour inciter les gens à s'impliquer davantage, si vous voulez, dans ce qu'on appelle l'attractivité des produits. Mais comme le produit existe et comme la demande, elle baisse, eh ben, on va essayer d'entretenir certaines relations, d'améliorer le packaging, d'utiliser des soldes, par exemple, d'utiliser des promotions, impliquer les gens, si vous voulez, par des expériences et leur montrer que le produit est beaucoup plus important que la concurrence. Donc, on l'entretient en quelque sorte. Et enfin, je dirais, la cinquième catégorie la plus importante, c'est quand la demande est indésirable. Là, il faut décourager. Alors, comment on décourage? Eh bien, on fait du contre-marketing. Vous faites de la publicité pour acheter des produits, vous pouvez faire de la publicité pour ne pas acheter de produits. Et si vous voulez, le contre-marketing, on le retrouve dans les préventions routières, dans les préventions, par exemple, contre certaines maladies comme le sida, pour les gens alcooliques,
pour les gens qui désertent l'école ou l'université, etc. et tout ça. Donc, on fait du contre-marketing comme quoi que il y a des actions beaucoup plus importantes, si vous voulez, que de consommer ce produit-là. Voilà. Donc, nous passons, si vous voulez maintenant, à un autre concept clé et très important. C'est ce qu'on appelle le SCP. SCP, segmentation, ciblage et positionnement. Et là, c'est un autre élément de la stratégie marketing qui est très important. Il faut le comprendre. Je vais vous résumer dans un seul papier, et là, il faut l'apprendre par cœur, tous ces concepts clés pour que, à chaque fois, quand on va les utiliser au niveau du comportement ou bien au niveau de la stratégie, au niveau de l'action, quand on vous dit segmenter un marché, vous saurez très bien à quoi ça sert, quand est-ce qu'on va l'utiliser, comment et de quelle manière. Mais ce que je vais vous dire, il va rester tout le temps, et je le dis et je le répète, artificiel, superficiel. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes censé compléter par la lecture des livres que je vous ai donnés, ou par des articles que je vais vous envoyer, ou par votre propre recherche. Je ne cesse de le dire, après ce cours, vous prenez tout le temps, 1 heure, 2 heures, même plus si vous pouvez, avec un groupe d'amis via Internet et vous faites votre propre cours et vos propres questions. Bien. Alors, le concept suivant. La segmentation d'un marché, vous la connaissez, vous savez très bien, mais moi, je vais ajouter quelques petits gestes d'explication. Consiste à identifier des groupes distincts de clients qui réagiront de la même manière à l'offre de l'entreprise. Alors, je vous donne des exemples. Les segments peuvent être définis à partir des caractéristiques sociodémographiques, l'âge, le revenu, etc., psychographiques, comme la personnalité, comportementales, habitudes, achats, au niveau des magasins fréquentés, des produits, des quartiers, tout ce que vous voulez. Alors, il y a des gens, si vous voulez, qui ont certaines habitudes, qui n'achètent leurs fruits et légumes et viande et rien qu'au niveau de souq, les souks, ou, si vous voulez, les petits dara, gzara, etc. Mais il y en a d'autres qui ne les achètent que uniquement les grandes surfaces. Si je prends aussi les gâteaux, il y a certaines personnes qui achètent des gâteaux dans n'importe quelle, je dirais, pâtisserie ou boulangerie ou chez l'habitant, parce qu'il y en a certaines personnes qui travaillent chez elles. Hein, donc, mais il y en a d'autres qui achètent chez Hamout, par exemple. Donc, au lieu d'acheter un petit gâteau à 5-6 dirhams, ben chez Hamoud, ils peuvent l'acheter à 34 dirhams et plus, où il y a 2 bouchées. Je dis, par exemple, je ne sais pas, un exemple encore simple, qui va vous donner une segmentation. Les personnes ne sont pas les mêmes. Alors, vous connaissez certainement comme ce qu'on appelle Ghriba, eh bien, quand vous achetez 1 kilo, selon les endroits, il y a parfois un seul petit gâteau, Ghriba wahda, elle peut coûter jusqu'à 4 dirhams toute seule. Alors, imaginez, une bouchée, 4 dirhams. Eh bien, c'est parce que tout simplement, les gens qui achètent, ce ne c'est pas parce qu'ils ont les moyens, pas du tout. C'est parce que celui qui prend Riba Wahda pour 4 dirhams, il peut prendre une par jour ou une par semaine. Ça lui suffit. Alors que l'autre, qui prend Riba qui coûte 50 centimes ou 4 riel ou je ne sais pas quoi, eh bien, donc, c'est beaucoup plus comportemental, si vous voulez, que, je dirais, sociodémographique. Ce n'est pas le revenu. Ils ont tous peut-être le même revenu, mais il y en a un
qui prend attention au niveau de sa santé, au niveau, si vous voulez, de son entourage, et il ne peut pas manger n'importe quoi, etc. Peut-être c'est l'âge, peut-être c'est beaucoup de choses. C'est pour cette raison-là que quand on parle, si vous voulez, de segmenter le marché, c'est tout, la définition, c'est le couper en sous-ensembles, mais les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Une entreprise peut décider de travailler dans ce cas-là avec un ensemble kullu, c'est-à-dire qu'elle ne segmente pas, ou avec une petite partie du marché. Quand vous ne pouvez pas toucher tout le marché, alors vous êtes obligé de segmenter. Alors, chez Egbel, par exemple, là où on vend le chocolat, je prends Egbel, vous avez certainement, si vous voulez, du chocolat à déguster, du chocolat pour faire des cadeaux à cuire, du chocolat pour le dessert, du chocolat, si vous voulez, pour autre chose, donc pour la décoration, du chocolat bio, et du chocolat, si vous voulez, light. Vous avez du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat avec des amandes, avec des noix, avec du cajou. Vous avez du chocolat à croquer, du chocolat 70% cacao, du chocolat. Vous avez énormément, si vous voulez. Vous n'avez qu'à voir dans un rayon de Carrefour ou de jeux. Mais chaque catégorie de chocolat ou de produit, il est fait pour une cible. D'accord? Donc, il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout le chocolat au lait. Il y en a d'autres qui l'adorent. Il y en a énormément de gens qui n'aiment pas le chocolat sucré. Eh bien, il y a des chocolats amers. Donc, je produis quelque chose qui correspond à une personne. D'accord? Bien à une personne. Alors, si je prends maintenant votre ensemble, 1 ou 2, vous êtes 600 ou 700 ou 800, si on veut faire une segmentation, ceux qui s'intéressent vraiment au marketing et ceux qui s'intéressent, je ne sais pas, à la comptabilité ou bien à l'entrepreneuriat, etc. et tout ça. Donc, pour les segmenter, je suis obligé de faire des études. Je suis obligé de vous envoyer des questionnaires. Vous posez des questions, parfois quantitatives, qualitatives, etc. Donc, il faut que je fasse une étude de marché, quelle qu'elle soit, quantitative ou qualitative, mais l'essentiel, il faut que je vous étudie en quelque sorte. Vous avez rempli des questionnaires pour votre inscription. Malheureusement, on n'a pas posé certaines questions pour vous identifier et vous mettre, si vous voulez, en segment. Comme ça, quand j'aurai moi besoin, par exemple, des candidats pour le master marketing ou des candidats pour la finance ou des candidats, ce n'est même pas la peine peut-être de vous laisser un choix et vous laisser perdu. Donc, je vous envoie automatiquement, si vous voulez, une invitation à passer un concours ou bien à intégrer une certaine formation, parce que je sais dès le départ que votre penchant est pour telle ou telle ou telle discipline. Et bien la segmentation, c'est ça. Elle aide aussi à l'orientation. D'accord? Donc ça, c'est encore un autre exemple. On remarque, dans l'exemple du chocolat, que le produit de base a des caractéristiques différentes qui ciblent un type de client particulier. D'accord? Donc ça veut dire que dès le départ, je produis, si vous voulez, des caractéristiques différentes de mon produit pour les différents cibles. Il y a énormément de personnes parmi vous, peut-être qui sont en économie et qui auraient aimé être en droit français. Et l'inverse aussi. Il y a beaucoup de médecins qui ont fait un diplôme de médecin et à la fin, ils ont laissé la médecine de côté et ils ont fait d'autres études pour devenir des juristes.
parce que ça leur plaît. Dès le départ, ils n'ont pas été dans le bon segment. Mais dès le départ, l'université, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose des produits. Vous êtes dans une université où il y a 386 filières différentes, diplômes différents. Là, vous êtes en sciences économiques, option gestion, c'est 1. Il y a 385 autres diplômes. Donc, vous avez le choix. Mais ce choix, normalement, n'a pas été précisément pour telle ou telle personne. Parce qu'on vous a laissé la porte ouverte, choisir ce que vous voulez, etc. et tout ça. Mais sans avoir, si vous voulez, segmenté les 130 000 étudiants de l'université Hassan II, donc on les a mal orientés pour qu'ils choisissent exactement ce qu'ils souhaitent. Mais on leur a proposé un produit de formation, c'est-à-dire un diplôme, dont les bases et les caractéristiques, si vous voulez, dès le départ, sont différentes. Donc ça ne pose aucun problème. L'entreprise, elle a le choix de produire et de commercialiser un seul, sans eux, pardon, plusieurs ou toutes les sortes de chocolat. Il faut choisir une stratégie. Donc, ça veut dire, techniquement, si je prends Egbel ou Nestlé ou je ne sais pas, ou Lind, techniquement, ils peuvent produire tout ce qu'ils souhaitent. Mais c'est à travers le goût ou à travers les caractéristiques de chaque segment de clientèle qu'elle va normalement choisir une stratégie. Est-ce une stratégie de light, de bio, une stratégie de bas prix, une stratégie, etc. Vous êtes des consommateurs, d'accord? Vous consommez tous les jours. Et quelle est la chose, par exemple, que l'on trouve au Maroc et que vous ne pouvez, pas la chose par rapport à votre consommation, à votre ou stratégie de certaines entreprises et qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, à votre avis? Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir si vous avez une idée. Je répète ma question. On est dans la segmentation. Pour nous, Marocains, pratiquement la plupart des entreprises nous ont proposé un système de stratégie qui correspond à notre comportement d'achat. Et ce comportement d'achat n'existe nulle part dans les pays européens. Lequel? Il correspond à quoi? Vous n'avez pas d'idée? Là, bon, je vais le dire, hein, parce qu'il faut qu'on termine quand même ces slides. Alors, en attendant votre réponse, je viens de voir, donc peut-être la semaine prochaine, pardon, entre parenthèses. Pardon? Smash. Non. C'est pas ça. C'est pas un produit, c'est pas un produit. Alors, je vais vous le dire. On est le seul pays où la fragmentation de certains produits va jusqu'à, si vous voulez, parfois inimaginable. Vous ne trouverez jamais un biscuit à 1 dirham pour 2 ou 3. La fragmentation et le découpage de certains produits et les vendre en unités. Vous pouvez prendre, par exemple, chez un épicier, 2 piles, جوج حجرات ديال الراديو ولا ديال قول له بيع لي وحده يقطعوا ويبيع لك وحده. Chewing gum à l'unité, ça n'existe nulle part. Donc la fragmentation en petites doses, c'est en fonction du revenu, mais c'est aussi en fonction de notre comportement. Je peux aller plus loin. Hein?
impossible de trouver une unidose de shampoing. Et pourtant, le shampoing une seule fois. Il y a même certaines, je sais très bien, il y a même une location de serviettes. On vous loue la serviette. En même temps. Et dans certains hammam في المغرب, par exemple, avec le sachet, il y a le shampoing, on l'aplatit ou parfois quand on la juge, on le paye au semaine. Cette fragmentation, elle est due à une segmentation. Parce qu'il y a une clientèle qui est complètement... Alors, par exemple, quand je dis la fragmentation des produits et la vente à l'unité, ben, c'est parce que, par exemple, au niveau de Casablanca, à un certain moment, vous avez des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui travaillent à la journée dans le bâtiment, dans les ports, dans les souks, etc. et tout ça, et qui viennent des campagnes et qui n'ont pas, si vous voulez, beaucoup d'argent, et en même temps, bon, qui vont le hammam une fois par semaine ou qui vont, si vous voulez, acheter quelque chose pour quotidiennement pour manger. Donc, à un certain moment, vous avez certaines personnes qui vont chez l'épicier et demandent ريال النعناع 5 ريال السكر 10 ريال ديال الاتاي je sais pas quoi même pas كوميرا نص كوميرا ça n'existe même pas ailleurs et certaines personnes si vous voulez arrivent à départager tout cela. Les entreprises ont compris. Donc au lieu que ces gens-là vont chez l'épicier et ils fragmentent et l'épicier découpe et ils leur vend en détail, eh bien, certaines entreprises ont compris et ils ont emballé un peu de pain, un peu de chocolat, un peu de je ne sais pas quoi, etc. Ils les ont emballés dans un design et ils ont réduit le prix à 1 dirham, 2 dirhams, 3 dirhams et les gens commencent à acheter sans problème. En Europe, par exemple, c'est très rare que vous trouvez un yaourt à l'unité. Vous achetez à partir de 4. Donc, c'est pas possible. Et là, on est, si vous voulez, dans une segmentation d'un marché en fonction, si vous voulez, des comportements et des habitudes d'achat. En tout cas, chaque entreprise, elle choisira la stratégie qu'elle souhaite en fonction, si vous voulez, des produits et des caractéristiques des produits et des caractéristiques des marchés. L'entreprise doit donc choisir un ou plusieurs segments qu'elle peut satisfaire selon sa stratégie, mais d'une manière impeccable. Il s'agit là de la cible. Vous avez devant l'entreprise plusieurs, si vous voulez, segments. Elle va choisir un ou deux, et bien ça va être sa cible. Il y a énormément de segments au niveau de l'université Hassan II, d'étudiants. Il y a des segments par discipline. Il y a les scientifiques, il y a les juristes, il y a les économistes, il y a les hybrides éco-juristes, il y a les gestionnaires, etc., etc. Mais une entreprise qui ne s'intéresse pas du tout aux juristes et qui s'intéresse beaucoup plus aux managers, ben, elle a sa cible. Et c'est une cible, c'est une catégorie, c'est un segment de diplômés de l'université Hassan II. Et quand on va s'adresser à cette cible, eh ben, elle ne sera qu'une fraction des 130 000 étudiants. C'est pour ça qu'on dit que la cible est une fraction de la population répondant à un certain critère à laquelle on destine un bien ou un service qui est visé par une action de communication. Là, on tire vers la stratégie les différentes actions, en quelque sorte, si vous voulez, de marketing. La distribution, le marketing direct, les promotions, et la différenciation de prix, etc., etc. Encore un exemple qui vous touche.
vous êtes 130 000 étudiants. Si je veux segmenter en fonction de certaines qualités, et je vais vous dire, ceux qui vont payer 500 dirhams par semestre de frais d'inscription auront ceci, ceci, ceci et ceci. Et ceux qui ne payent pas les 500 dirhams de frais n'auront pas de polycope, n'auront pas d'heures supplémentaires, n'auront pas je ne sais pas quoi, n'auront, etc., etc. Je vais vous scinder en deux. Dans l'esprit marocain, on va dire, vous voyez? Donc, on a une segmentation que je dirais culturelle. Dans d'autres pays, on va dire, pour avoir un peu plus de services et être à l'aise, donc ce sont les gens qui payent les 500 dirhams qui vont avoir ces services. C'est tout à fait normal. Ils vont avoir le Wi-Fi, ils vont avoir ça, ils vont avoir ça. Et il y a des gens qui vont souscrire selon leur capacité. Maintenant, je peux utiliser un autre marketing pour aider les gens effectivement dans l'autre segment qui n'ont pas de quoi payer les 500 dirhams. Il faut qu'on les reconnaisse. Soit l'État qui va s'en charger, soit, si vous voulez, des donateurs qui vont payer, soit des collègues ou de leurs camarades qui sont un petit peu, je dirais, à l'aise et qui vont les aider. Et au fur et à mesure, si vous voulez, on passe à un service identique pour tout le monde, parce que tout le monde va payer 500 dirhams. En plus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, on passe à 1000 dirhams. C'est ce qui s'est passé dans les pays scandinaves, certains pays européens, aux États-Unis. Aucun, je le répète encore une fois, aucune formation n'est gratuite à 100% comme le Maroc. Ça n'existe nulle part. Je dis bien nulle part au monde. Il y a tout le temps au moins des frais d'inscription. Alors que chez nous, même les 57 dirhams, je pense, d'assurance, c'est cher pour quelques-uns, trop cher. Et c'est pour ça, et on demande une certaine qualité supérieure. Alors donc, la qualité, elle vient, si vous voulez, avec, je dirais, une offre, et avec, en même temps, une demande qui ne cesse d'augmenter. Maintenant, si vous êtes une cible pour certaines entreprises, vous ne le serez pas pour d'autres entreprises. Parce qu'elles ne s'intéressent absolument pas du tout, par exemple, à un diplôme de licence. Donc, ils souhaitent un master, ils veulent un master, ou ils veulent une licence d'une école privée. Il y a d'autres entreprises auxquelles, si vous voulez, vous êtes ciblés. Parce que pour eux, une licence, il y a beaucoup plus de compétences, surtout quand quelqu'un la réussit en 3 ans rapidement et haut la main, parce que c'est de l'autonomie, c'est de la responsabilité, et en même temps, si vous voulez, c'est un choix que vous avez fait, et c'est une auto-formation d'une manière excellente par rapport au privé. Vous n'êtes pas assisté à un certain moment. Et là, c'est d'autres entreprises qui vous voient, si vous voulez, comme une cible de l'avenir. Donc, c'est encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait. Malheureusement, la faculté ou l'université ne communique pas assez bien. Elle n'a pas, si vous voulez, une politique de relations publiques intéressante. Elle ne s'intéresse pas, parce que je suis désolé encore de le dire, vu le nombre, et même pas le nombre. Hein. Donc là, je vois par exemple, dans l'ensemble 1, vous êtes 265. Et dans le lien 2 qu'on a rajouté, il n'y a que, cette fois-ci, à peu près une soixantaine. Où sont passées les 1000 personnes autres? Vous voyez, donc, il y a des gens qui se connectent et qui souhaitent travailler et puis qui prennent des directives et qui travaillent. Et il y a une autre cible qui n'arrive pas à rentrer par peut-être des contraintes techniques, mais il y en a d'autres
hein, qui ne sont même pas là, absolument pas. Je dirais, moi je me demande, hein, j'ai envie de faire, peut-être je vais faire un petit questionnaire et je vais vous toucher tous, l'ensemble 1 et l'ensemble 2, pour voir comment vous passez votre temps. Ces gens-là qui n'assistent pas aux cours, qui ne sont pas du tout inscrits à l'ENT, qui ne demandent rien et qui attendent une note. Où est-ce que je vais mettre ce segment, à votre avis? Imaginez que vous êtes le président de l'université et vous avez devant vous un groupe de l'ensemble 1 et de l'ensemble 2 qui ne s'intéressent absolument pas à ces modules et qui ne sont même pas inscrits et qui n'ont jusqu'à présent pas suivi aucun cours. Comment allez-vous vous comporter? Je vous pose la question. Allez-y. Dites n'importe quoi. Alors, comment, justement? Donc, vous voyez, là, vous commencez à toucher ce que je vous ai dit et ce que je suis en train de vous expliquer. Vous n'avez aucune information sur ces gens-là. Vous ne pouvez rien faire. Monsieur, Donc, ça veut dire vous n'avez aucune information. Pourquoi ils ne viennent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas de connexion? Est-ce qu'ils n'ont c'est pas... comme l'abondance scolaire. Eh bien, justement, c'est ça le problème. Est-ce qu'ils n'ont... Quels sont... Donc, il faut que vous fassiez quoi? Monsieur, il faut faire un questionnaire pour connaître la raison. Très bien. Donc, impossible de me dire, voilà ce que je vais faire. Parce que c'est impossible de le... Oui. Il faut faire maintenant un groupe parmi vous. Il doit concocter, je peux vous aider, ça ne me dérange absolument pas, faire un petit questionnaire sur Google et vous l'envoyer aux personnes. Pourquoi ils ne se connectent pas? Et ça serait une petite étude déjà dès le départ où vous utilisez ce qu'on est en train de faire. Une recherche d'information, une analyse de cette information, une décision. Si on trouve que la plupart des gens n'ont pas, par exemple, de connexion, on peut essayer de trouver une connexion gratuite. Et est-ce que vous savez que Maroc Télécom vous offre la connexion gratuite en tant qu'étudiant? Vous ne le savez pas. Eh bien, allez, alors ça existe depuis au moins 1 mois et demi. Connexion gratuite pour les étudiants pour suivre leurs cours. Les plateformes aussi sont gratuites pour vous. Il y a énormément de cours qui sont gratuits pour vous. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un, si vous voulez, qui fasse des études et voir un petit peu. Si cela vous intéresse, on peut le faire comme activité. Bien, je laisse ça de côté. Alors ensuite, toujours dans la segmentation, pour chaque cible, l'entreprise élabore une offre précise. On parle aussi de cœur de cible pour désigner le sous-ensemble de cette fraction de la population auquel l'entreprise destine son message en priorité. Alors, je prends Mercedes. Est-ce que vous voyez de la publicité de Mercedes à la télévision marocaine? Non. Non. Est-ce que vous voyez de la publicité Christian Dior? Non plus. Qu'est-ce que vous voyez à la télévision? Vous voyez Coca-Cola, vous voyez le beurre, vous voyez peut-être le thon, vous voyez l'habitat économique, vous voyez, etc. et tout ça.
Parce que les gens qui regardent, oui, ils font de la publicité pour une autre cible sur d'autres chaînes. D'accord? Vous pouvez voir, par exemple, si je prends l'immobilier, si je prends le tourisme au niveau du Maroc, vous mettez de temps en temps TF1 ou vous mettez TV5, vous pouvez voir de la publicité du Maroc, qui parfois, un seul spot coûte plus de 400 000 dirhams la minute. Même pas une minute, c'est 50 secondes. 400 000 dirhams. Et parfois, vous voyez pour 1 million de dirhams, un spot qui passe 3 fois la journée. Parce que la population qui regarde TV5, TF1, etc., et tout ça, on suppose que c'est une population ou une cible. Ça, c'est ce qu'on appelle le cœur de cible. Ça veut dire que je vais au fond. Mais tout l'environnement de ce cœur, si vous voulez, de cible, il peut s'intéresser au message, mais pas en priorité. Maintenant, si je prends, comme ce que je viens de vous dire, Christian Dior, ce n'est pas un marketing de luxe. Le luxe, il est dans la tête. On peut même démocratiser le luxe. Et ça existe, un marketing de luxe. Et je vous inviterai, probablement pour vos PFE, hein, vous les appelez les PFE, donc de s'y intéresser davantage. Et vous verrez qu'il y a certaines marques qui ont complètement démocratisé, si vous voulez, ce marketing, ces produits de luxe. Mais selon le positionnement que vous allez choisir dans l'esprit du consommateur ou du client, si vous voulez, c'est là où le ciblage va avoir un impact très particulier. Vous avez un produit destiné à une cible, mais cette cible, elle doit, si vous voulez, l'avoir dans son esprit avec une valeur supplémentaire que la concurrence. Et c'est là qu'on appelle le positionnement. Ce que votre camarade a dit tout de suite, c'était le positionnement de certains produits dans votre esprit. On a positionné Christian Dior comme un produit de luxe. Il est dans votre esprit comme un produit de luxe. Mais quelqu'un qui a énormément d'argent et qui est riche, pour lui, un parfum à 500, 600, 700 dirhams, c'est rien du tout. C'est un produit comme n'importe qui. Parce que le positionnement de ce produit dans son esprit, il est très élevé. Mais quelqu'un qui ne l'achètera jamais, c'est parce qu'il a été positionné trop cher pour lui, il ne peut pas l'utiliser. Alors, je passe de la segmentation au ciblage et maintenant, si vous voulez, au positionnement. Alors, c'est quoi? Il est l'ensemble des caractéristiques données à une entreprise, une marque ou un produit pour le différencier de ses concurrents, mais ceci dans l'esprit du consommateur. Je prends l'exemple international. Je prendrai peut-être plus tard, quand vous compreniez tout ça, des produits marocains. Là, on est dans encore l'automobile. J'aime bien l'automobile. Volvo, elle s'adresse aux automobilistes pour qui la sécurité est une priorité. La première voiture au monde qui freine à 50 cm, si vous voulez, toute seule, de l'obstacle, à 50 cm, imaginez. Donc, elle a un système de freinage qui peut, si vous voulez, s'arrêter et ne pas toucher l'obstacle, si vous voulez. Donc, elle positionne dans l'esprit du consommateur que c'est la voiture la plus sûre au monde. Je vous donne aussi, je ne sais pas si vous avez vu certaines BMW et certaines voitures Mercedes. La portière, quand vous l'ouvrez, vous avez des barres à l'intérieur qui sont des barres blindées. Blindées, je dis bien blindées.
il faut un tank. Quand normalement, un accident avec ces voitures-là, donc la carcasse ne rentre pas à l'intérieur de l'habitacle. Chaque porte, par exemple, d'une BMW 4x4, etc., et tout ça, elle peut parfois coûter jusqu'à 90 000 dirhams, une seule porte. Et vous ne pouvez pas la réparer, parce que les barres qui sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas se redresser, ni rien du tout. C'est à jeter et puis à acheter une autre porte. Et bien c'est pour ça que l'on a créé, pour ces voitures-là, d'autres produits. Par exemple, l'assurance. L'assurance de ces Mercedes, l'assurance de Volvo, l'assurance de ce genre de voiture, elle est 3 fois plus chère parfois, minimum 2 fois plus chère que les autres assurances. Eh bien, l'assurance paye les 90 000 dirhams parce que vous avez sécurisé en quelque sorte votre produit. Eh bien, parce que dans votre esprit, la sécurité elle est beaucoup plus importante. Il y a énormément de gens maintenant qui ne savent même pas si l'airbag de leur voiture fonctionne ou ne fonctionne pas. Et en Europe, il y a certaines personnes qui payent une assurance ou qui testent exprès si leur airbag fonctionne ou ne fonctionne pas, pour les changer d'une manière régulière. Alors que chez nous, vous pouvez avoir une voiture eh bien, le positionnement, c'est autre chose. J'achète une voiture parce que normalement, il y a tout cela que je peux en principe le faire. Je vais encore descendre plus bas, à Carrefour. Ça a coupé? Oui, monsieur. Je suis désolé, vous auriez dû me le dire, parce que je ne sais pas, peut-être c'est Internet. Je suis désolé. Alors, je ne sais pas ce que... Donc, j'ai parlé tout seul. Alors, ouais, c'est pas grave. Ce qui est important, vous me faites signe, s'il vous plaît, si ça ne marche pas. OK? D'accord, monsieur. Bien. Alors, là, vous êtes dans le positionnement. Je rappelle rapidement. Le positionnement, c'est si vous voulez, je dirais, la notoriété ou ce que l'entreprise souhaite que vous ayez dans votre esprit, si vous voulez, comme image et importance de son produit par rapport à la concurrence. J'ai parlé de Volvo. Monsieur, on vous n'écoute pas. J'ai pas de son. Vous avez pourquoi? Oui.
Parce Pas de sang, monsieur. qu'il ait, si vous voulez, cette couleur avec la lumière au moment de l'achat. C'est tout. Eh bien, c'est la décoration, c'est la décoration. La lumière. Vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Ben, j'espère. Bon, de toute manière, il nous reste à peu près un quart d'heure. On va essayer de le finir comme on peut. Alors, ce qui est important, quand vous regardez, si vous voulez, ces diapositives, vous avez l'assortiment au niveau des produits, la qualité, les marques, les services annexes, ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre, si vous voulez, c'est ça le positionnement. Au niveau des prix, tarifs très bas, stratégie de prix, remise, etc. Donc, vous voyez que ce sont des éléments du marketing mix auxquels, normalement, on s'y intéresse énormément. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans certaines publicités, si vous voulez, vous ne les verrez jamais, certaines publicités, vous ne les verrez jamais dans la télévision marocaine, parce qu'on a choisi un média. Et ce média, il est destiné à une certaine catégorie de personnes. Ayez dans l'esprit, tout simplement, que la segmentation, le ciblage et le positionnement, c'est, encore une fois, un concept clé pour définir la stratégie de l'entreprise pour, si vous voulez, s'y intéresser, pour s'intéresser davantage à certains segments plutôt que d'autres. Là, je donne une citation d'un Américain qui parle de Harley Davidson, la moto. Le positionnement n'est pas ce que vous faites à un produit, c'est ce que vous faites à l'esprit du client futur. Le prospect, vous positionnez le produit dans l'esprit du prospect. Donc, vous entendez Harley Davidson, vous la voyez, ben c'est une moto de star, c'est une moto de luxe, c'est une moto d'évasion, c'est une moto de jeunesse. Et parfois, elle est faite pour toutes les catégories de personnes. Là, c'est le positionnement. Harley Davidson, ce n'est pas, si vous voulez, d'autres motos, ce n'est pas Suzuki, ce n'est pas je ne sais pas quoi, il y a énormément d'autres marques, mais Harley Davidson, c'est un film, si vous voulez, c'est de l'évasion, c'est beaucoup de choses. Bien. D'autres concepts liés au segment, au positionnement, si vous voulez, des produits, c'est la marque. Ou ce qu'on offre, si vous voulez, comme marque. Cette offre, elle peut être sous forme de produits, services, etc. et tout ça. Mais une marque est une offre dont la source est identifiée. Voilà. C'est ça la chose la plus importante. Quand je dis McDonald's, vous connaissez McDonald's et son offre. Vous m'entendez toujours? Oui, monsieur. Quand je dis Doha, vous comprenez ce que c'est que Doha? Quand je dis, si vous voulez, il y a beaucoup de choses. Donc, quand je dis l'ONCF, le train au Maroc, il y a une offre. C'est une marque. Et cette marque, quand je dis Morocco Mall, automatique, vous connaissez ce que c'est que Morocco Mall. Quand je dis Moulay Aqab, c'est une marque. Donc, vous savez très bien ce que... Quand je dis Souera, Jdida, Marrakech, c'est une marque. Donc, une marque territoriale. Et ça, c'est ce qu'on appelle les offres et les marques.
Donc, la source est identifiée, le produit est identifié. Et à chaque fois qu'on parle, si vous voulez, de marque, ça peut être un signe, logo, une destination, quelque chose qui va normalement être reconnu facilement par les consommateurs et qui crée de la valeur pour eux. Hein? Quand j'entends Jamal Fna, là, c'est une marque pour moi. Hein? D'un territoire, d'Omrakch, la chaleur, Hlaqi, hein? Le jus d'orange, et le soir, si vous voulez, les restaurants, etc. et tout ça. C'est un ensemble de valeurs qui crée une identité, qui a une identité et qui a un positionnement au niveau, si vous voulez, du consommateur. Alors, je vous donne encore ce qu'on appelle les marques. Oui. Non. Une marque, elle peut être aussi un lieu. Elle peut être une destination. Oui, Casablanca, ça veut dire quoi? Oui, Casablanca. C'est pas vrai. Là, je m'inquiète. Oh. C'est une marque de votre... Non, c'est une marque de votre ville. Oui, Casablanca. Oui. C'est une marque de votre ville. C'est le slogan et c'est la marque de l'identité de votre ville. Vous allez sur Internet, vous mettez Wima. C'est toute une entreprise qui fait des événements, qui fait des... Il y a énormément de choses. Et maintenant, vous pouvez même acheter des chargeurs de votre smartphone avec, oui, Casablanca. Hein? Vous avez I Love, je ne sais pas, Amsterdam. Quand je vous parle, par exemple, de la Tour Eiffel, c'est quoi la Tour Eiffel? Ne me dites pas que vous ne connaissez pas la Tour Eiffel. C'est une marque de Paris et c'est une marque qui identifie la France. Marrakech, c'est la même chose. Un produit, je le dis, je le répète encore une fois, une offre en marketing, ça peut être un produit, ça peut être une idée, ça peut être un service, ça peut être une destination. Un vendeur, il peut vous vendre un chewing-gum comme il peut vous vendre un Boeing 737. C'est la même chose, c'est un vendeur. Hein? Il peut vous vendre un chewing-gum ou la Bakia Zrea ou un TGV de 70 milliards. C'est un vendeur, tout simplement. La même chose au niveau marketing, quand on parle d'un produit, Jamal Fna, c'est une destination qui attire des investisseurs, qui attire des touristes, qui attire des consommateurs, qui attire des artisans. Donc, c'est un service offert par la ville de Marrakech et normalement pour rentabiliser une affaire. Et c'est quoi l'affaire? C'est pour que la commune, si vous voulez, touche beaucoup plus d'impôts, etc., et fait vivre certaines populations. Quand vous achetez un billet d'hôtel, d'une chambre dans un hôtel, vous achetez quoi? Vous achetez la chambre, la nourriture, la télévision, la salle de bain, la vue de la fenêtre. Quand on vous dit une chambre vue sur Atlas ou la vue sur mer, ce n'est pas la même chose que vue sur d'autres fenêtres. Donc, ou la vue sur piscine. Vous achetez un confort, vous achetez une aimabilité, une tranquillité. Vous achetez un... Il y a énormément de choses qui rentrent dans ce qu'on a appelé l'offre. D'accord? Alors, là, par exemple, les offres et les marques, elle peut être liée à un producteur, marque, par exemple, comme elle peut être liée à un distributeur. De temps en temps, vous voyez les produits économiques chez Marjan, ou vous voyez chez Carrefour les produits où il y a le logo Carrefour. Ce sont des produits du distributeur. C'est ce qu'on appelle les marques
et MDD, marque de distributeur. Donc là, c'est un produit lu, c'est un produit du producteur, si vous voulez, il est en Bretagne et qui produit cette marque de biscuits. Et là, vous avez Carrefour. Ce sont les mêmes biscuits, mais produits par la même entreprise, mais produits pour Carrefour. Et là, vous avez des prix économiques et là, vous avez des prix normaux. Donc, la marque, si vous voulez, elle peut être aussi large, grande, petite, etc. Et on peut jouer sur tout cela. Là, vous avez aussi ce que Apple offre. Mais dans le premier cas, c'est un produit, et dans le deuxième cas, c'est pour le respect de l'environnement. Donc, on vous a rajouté une certaine sensibilité, si vous voulez, à, je dirais, l'environnement, à l'écologie. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, et on les a rajoutées. Donc, là, c'est l'humain, le côté émotionnel, le côté, si vous voulez, je dirais, motivation. Et là, la marque, si vous voulez, et le logo, maintenant quand vous voyez la pomme de Apple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la clientèle. Et parfois, on change le produit parce qu'on est devenu amoureux, en quelque sorte, si vous voulez, du produit Apple. Et en même temps, le positionnement de ce produit, il est beaucoup plus, si vous voulez, dans tout ce qui est propre, tout ce qui est écologique, tout ce qui est rapide et tout ce qui est un produit qui trouve rapidement, si vous voulez, les solutions à beaucoup plus de problèmes. Vous avez aussi une, si vous voulez, caractéristique fondamentale et un concept clé au niveau du marketing, qu'il faut le comprendre aussi, c'est ce qu'on appelle la valeur perçue chez le client. Alors, quand on parle de valeur, ou si vous voulez, ce que apporte un produit, on a dit que ce sont des solutions qui résoudre un problème. Mais tout client, il la lie à un rapport qualité, service, prix, ou qualité, produit, prix. Donc, tout le temps. Mais le marketing, lui, il rajoute autre chose à travers la communication, à travers le marketing, à travers, si vous voulez, un intérêt que l'on rajoute au client. Donc, il doit avoir une valeur perçue. Ça veut dire un positionnement bien caractérisé. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez dans votre esprit de ce produit comme avantage par rapport à la concurrence. Alors, si je vous pose encore une question par rapport à vous, si je vous dis en toute honnêteté, pourquoi avez-vous fait une naissance ici et non pas à Oujda, alors que c'est la même? Personne n'a une réponse? Vous m'entendez? Il n'y a pas de l'achalandage, pas du tout. Ça, l'achalandage, c'est pour la vente. Là, c'est une conception. D'accord? Alors, moi, si j'étais à votre place, par exemple, si j'étais à votre place, je peux me débrouiller, travailler, et aller faire ma première année à Casa, ma deuxième année à Rabat, ma troisième année à Agadir, et faire un master à Oujda. Si j'étais à votre place, maintenant, ben justement, parce que j'aurais 4 expériences fondamentales avec des gens, avec de la nature, et avec des professeurs différents, et avec une autre catégorie. Je ne veux pas être dans une licence, par exemple, où je suis un parmi 1700. Peut-être un parmi 1500 ou 700, c'est beaucoup plus important. Je chercherai une petite, je dirais, à école, faculté où il y a beaucoup moins de monde.
Maintenant, je cherche peut-être du tourisme, je cherche une activité supplémentaire et je cherche une certaine responsabilité, autonomie. Je peux habiter tout seul ou avec des colocataires, travailler, etc. et tout ça et être autonome. Nous, on cherche la facilité. C'est parce que ni nos parents, ni vos parents, ni votre université ne vous a mis ça dans la tête. Ça veut dire que c'est du soft skills. Ça veut dire que une valeur, par exemple, si vous voulez, d'un diplôme que vous avez fait en 4 universités, c'est beaucoup plus important au niveau expérience que quelqu'un qui l'a fait en une seule université. On ne vous a pas appris cela. En France ou dans n'importe quel pays, il est souvent, on rencontre souvent des étudiants et des étudiantes qu'on appelle, si vous voulez, iterinaires. Donc, ça veut dire qu'ils font un diplôme, une année là, une deuxième année là, etc. Je vous ai parlé tout à l'heure, avant-hier, d'Erasmus. Erasmus est une opportunité. Mais Erasmus, si vous voulez, quand moi je vois un CV pour un étudiant qui a fait Erasmus, dans mon esprit, la valeur perçue de ce diplôme ou de cet étudiant, elle est beaucoup plus intéressante que quelqu'un qui a eu ses 3 années à Casablanca, tout seul, n'a pas bougé. Alors là, cette valeur, si vous voulez, c'est quelque chose de très important et c'est lui qui va générer la satisfaction automatiquement. D'accord? Donc, si la performance se situe en deçà des attentes, le client est déçu. D'accord? Parce que normalement, je n'aurai en tant, si vous voulez, que producteur, je n'ai pas fait une bonne stratégie. J'ai touché certaines personnes, je dirais, c'est un mauvais segment. Si les deux correspondent, si vous voulez, donc il est satisfait. Ça veut dire que les attentes du client, ce que je lui ai mis dans son esprit, correspond parfaitement à ses attentes, alors là, il va être très satisfait. Et si je lui rajoute encore de la performance, la satisfaction, elle va être au sommet. Alors, ce sont des éléments sur lesquels je vous inviterai, si vous voulez, à essayer de réfléchir et d'aller un peu plus loin pour comprendre tout cela. Alors, le reste, vous pouvez le lire, donc ça pose aucun problème. Il y a la concurrence, l'environnement. Alors, j'aimerais bien que vous lisiez ça, on le discutera la semaine prochaine. Étude de cas numéro 1, McDonald's et la responsabilité sociale. Vous le lisez et puis on va, vous le lisiez et on va le discuter au moins un quart d'heure, si vous voulez, mardi prochain. Ensuite, je vous demande de lire de la page 63 à 131 de l'ouvrage que je vous ai envoyé. Et je vous poserai 2 ou 3 petites questions sur cela. Et nous entendrons la deuxième partie sur le comportement du consommateur. Et j'aimerais bien que vous ayez à l'esprit l'ensemble des concepts que nous avons vus. Je vous remercie et à mardi prochain, Inch'Allah. Je vous envoie ça ce soir, hein.